Et ça, depuis 2000, les années 2000, ça existe et on voit le voir. Autre exemple de projet français, cette fois-ci, est le site pilote en oxycombustion du projet complet de la chaîne complète d'un lac, qui a été un démonstrateur, qui est toujours un démonstrateur intégré, avec donc une technologie de captage de CO2 par oxycombustion avec air liquide. Et en fait, ils ont utilisé une des 5 chaudières qui existaient, ils l'ont revampée. Elle a été convertie en chaudière à oxycombustion, et ce qui a permis ainsi de récupérer du CO2 concentré à plus de 90%, compressé, avant d'être transporté par pipeline jusqu'au point d'injection, donc à peu près à une trentaine de kilomètres de là, au site de Rousse, dans un ancien puits d'extraction de gaz, qui est maintenant déplété, il n'y a plus rien, et qui, a donc, qui se trouve à environ entre 3000 et 4000 mètres de profondeur. C'est ce même pipeline qui avait utilisé, en sens inverse, lorsqu'on récupérait le méthane. Un dernier exemple de site de pilote en post-combustion, il est récent celui-là, c'est celui du démonstrateur installé au Havre, de la centrale thermique d'EDF, où l'une des 4 centrales donc, a été transformée. Et c'est une technologie qui est choisie pour être de la post-combustion. Là aussi, le CO2 donc, est extrait des fumées qui résulte de la combustion du charbon grâce à un procédé utilisant des amides, procédé chimique. Et ils estiment qu'environ 1 tonne de CO2 par an doit être captée par ce prototype. Donc il y a beaucoup d'études et beaucoup de recherches sont faites sur cette première partie, puisque c'est elle qui coûte le plus cher, donc on essaie de diminuer les coûts, et donc de nombreux moyens sont déployés de ce côté-là. Deuxième étape du processus, c'est le transport. Tu vois, il est très simple. Le CO2 donc, doit être transporté. Avant tout, il doit être déshydraté et comprimé. Ceci afin d'améliorer l'efficacité du transport et du stockage. Comme je vous l'ai dit, soit par bateau. Alors on peut utiliser des navires qui transportent déjà le pétrole liquéfié, le GPL, soit des gazoducs, ou qu'on appelle les carboducs, qui est le plus utilisé parce que c'est celui qu'on utilise depuis très longtemps, et surtout les Américains. Il faut savoir que les Américains ont environ 2500 km de canalisation terrestre sur leur territoire, et qu'ils utilisent ce CO2 pour faire la récupération assistée du pétrole. Alors, vous avez ici un coût du transport du CO2 par canalisation qui peut varier entre 0,5 et 10 euros par tonne et par 100 km. Pour vous donner une estimation du coût du transport. Et je vais passer maintenant beaucoup plus de temps, puisque c'est le cœur de mon métier, sur le stockage géologique, en vous présentant donc les 4 types de réservoirs possibles pour injecter le CO2. Tout d'abord, en vous présentant de la façon dont le CO2 va être injecté. Il est injecté dans des substrats géologiques rocheux sous forme supercritique. Vous connaissez tous ce diagramme. Le CO2 supercritique deviendra supercritique au-delà d'une température de 31 degrés et au-delà de 74 bars. Okay. Les fluides supercritiques, on le sait, ont une viscosité proche de celle des gaz, c'est une densité proche de celle des liquides. Et cette propriété permet au CO2, tout d'abord, un petit cartoon ici qui vous représente qu'est-ce que c'est réellement une tonne de CO2. Ça peut être 6000 km avec les Citroën. Ça peut être aussi dans les retours, pareil que les Avanca, etc. Mais également, que représente une tonne de CO2 une fois qu'on l'a injecté à plus de 800 mètres de profondeur. Plus de 800 mètres de profondeur, pourquoi ce chiffre? C'est parce que c'est à partir de cette profondeur que l'on atteindra la pression et la température requises pour que le CO2 soit supercritique. Donc à une température ambiante, une tonne de CO2 occupe environ un volume de 505 mètres cubes, vous l'avez ici. Et une fois qu'il est séquestré dans un réservoir géologique à 1000 mètres de profondeur, eh bien une tonne de CO2 pur est
état supercritique occupe plus qu'un volume de 1 à 2 mètres cubes, c'est-à-dire 200 à 300 fois moins d'espace que la surface de la Terre, ce qui permet ainsi de séquestrer de grandes quantités de CO2. Et c'est tout l'avantage donc de l'injecter à des profondeurs supérieures à 200 mètres. Option de stockage géologique, en commençant par les aquifères salins profonds, parce que ce sont eux qui sont les plus mis en avant et que vous verrez partout dans la séquestration géologique du CO2. Pourquoi les aquifères salins profonds? Parce que ce sont des formations géologiques qui sont perméables, qui contiennent de l'eau salée, donc impropre à la consommation, très profonde et donc bien loin des nappes phréatiques. Ce sont également des formations qui ont du pétrole, mais aussi qui contiennent naturellement du CO2, donc, qui peuvent être étudiés pour des analogues naturels de séquestration géologique du CO2 dans ces aquifères. Ces réservoirs sont très bien répartis à la surface du globe, ce qui offre donc la possibilité de développer ces systèmes. Et la plupart du temps, si vous comparez ces deux maps-mondes ici vous avez donc les perspectives de stockage, et ici vous avez les émissions. Et vous voyez qu'en fait, elles sont très proches, ces aquifères sont très proches des sources d'émissions, ce qui va réduire le coût du transport. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, la deuxième chose, c'est que leur capacité est estimée être la plus grande parmi les 4 options. Un exemple, le plus ancien, c'est celui de Schleiner, en Norvège, mer du Nord, qui depuis, donc, ça c'est Statoil, qui depuis 1996 injecte 1 million de tonnes de CO2 par an dans un aquifère profond, ici, à 1000 mètres, sous le plancher océanique, à partir d'une plateforme offshore de gaz naturel donc, de Statoil. C'est à partir de l'extraction d'un gaz qui est contenu dans son réservoir voisin, à 2500 mètres de profondeur, qui contient 9% de CO2, qui est récupéré en surface, qui est séparé et réinjecté dans les aquifères sableux que l'on appelle l'Utsira. Et ce projet, en fait, il a démarré pourquoi? C'est parce que la Norvège a décidé de mettre une taxe sur les émetteurs de CO2, et en particulier les pétroliers. Et c'est grâce, je dirais, à cette taxe que l'on a cet exemple d'injection de CO2 depuis 1996, et pas autrement. Alors en France, on a des aquifères salins profonds. Vous en avez un exemple ici, qui est le bassin parisien, où l'on aurait pu injecter, on pourrait injecter du CO2, soit dans des calcaires de l'ordre de 4 gigatonnes de CO2, soit dans des sables ou des grès, avec peut-être une possibilité d'injecter 21 gigatonnes de CO2. On avait, lorsque l'Agence nationale pour la recherche a démarré en 2005, un projet, un cluster, plusieurs projets qui ont étudié la possibilité d'injecter le CO2 dans le bassin parisien. Donc il y avait l'ANR Picoref qui étudiait donc le site lui-même, qui était mené par l'IFP. Il y avait un autre projet sur l'injectivité, les problèmes qui sont liés à l'injectivité au puits d'injection et autres. L'intégrité du réservoir, en sachant qu'on ne peut pas injecter du CO2 si vous n'avez pas une intégrité complète du réservoir, c'est-à-dire que vous avez une roche couverture qui empêchera le CO2 de s'échapper. Le monitoring, c'est-à-dire la surveillance du site. Et puis on avait aussi un projet NR carbonatation que j'ai moi-même mené sur la possibilité de séquestrer le CO2 sous une forme minérale. Ce projet n'a jamais démarré et vous connaissez certainement les raisons moyennes et puis politiques.
Autre projet d'aquifère salin profond, c'est le projet Insala en Algérie. C'est là un projet industriel de CCS qui, depuis 2004, a injecté plus de 3 millions de tonnes de CO2, qui est séparé là aussi un peu comme en Norvège, séparé pendant la production de gaz, et puis séquestré dans une formation saline profonde. Et donc, ce sont des pétroliers qui sont en charge et opérateurs de ce projet. Ils estiment qu'ils pourront séquestrer un total de 17 millions de tonnes de CO2 au cours des 20 prochaines années. Deuxième type de réservoir, et c'est celui que l'on connaît certainement le mieux, ce sont les gisements de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation. Effectivement, l'injection de CO2 dans des gisements pétroliers est une pratique qui se fait depuis plusieurs décennies, essentiellement aux États-Unis et au Texas, à des fins de récupération assistée du pétrole ou du gaz. Et ces réservoirs, en fait, vous avez donc un exemple de CO2. Alors, le CO2 est mélangé à de l'eau pompée, et ensuite, à cette profondeur-là, la pression va augmenter, la fluidité, ça va rendre l'huile plus fluide, ce qui va permettre à l'huile qui était restée dans ces formations à remonter plus facilement. On estime qu'environ 230 mètres cubes de CO2 va permettre de récupérer un baril. Donc au fur et à mesure qu'on injecte ce CO2 avec l'eau, il reste piégé en fait, dans la formation. Et donc ce sont des réservoirs qui sont avantageux parce qu'on a une connaissance géologique parfaite